Bon, d'abord, merci Marie et merci à tout le monde que vous êtes venu de si grands noms. C'est impressionnant. Moi, je viens du Pays-Bas et là-bas, j'avoue que l'intérêt qu'on porte dans des pays en Afrique centrale, comme par exemple la République centrafricaine, est très minima, je dois dire. Donc voilà, c'est génial de voir qu'ici à Québec, c'est différent. Je vais parler en français et j'avoue que j'ai pas préparé cette intervention bon, c'est écrit en anglais quoi, donc je vais essayer de le faire, de le traduire en fur et à mesure. Je parle assez bien français, mais il faut m'excuser pour mes phrases un peu tordues parfois. Je vous comprends un peu mieux que je parle, je pense. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la République centrafricaine et je vais essayer de situer le développement de ces dernières 5 années, plus ou moins de 2012 jusqu'à 2016-17, à la lumière des tendances historiques qui sont bien plus profondes et long terme et qui révoquent peut-être à des dynamiques qui étaient déjà bien établies à l'époque coloniale, voire précoloniale. Comme vous savez peut-être, c'est depuis un an que le nouveau président, Faustin Archange Touadéra, a été inauguré. C'était en mars 2016 et ça a été un grand moment d'espoir quand la population a voté leur nouveau président. C'est quelque chose d'assez unique, même s'il y a toujours eu des élections en RCA, il n'était pas toujours très démocratique. Donc là, les citoyens espéraient vraiment que là, on tourne la page de la crise et on va mettre fin à l'insécurité que le pays a connue depuis 2012. Mais finalement, pas vraiment, quoi. Je suis revenue de retourner de Bangui en août 2017, là récemment, il y a 2 mois, et on voit vraiment que la crise continue à se produire dans les différents coins du pays. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de 3 moments, euh, de 3 ruptures qui se produisent depuis 2012 et je vais essayer de le mettre dans 3 dynamiques de long terme qu'on peut revoir quand on regarde le passé de longue durée, quoi. Euh, Est-ce que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé en RCA depuis 2012? Qui ne s'y connaît pas du tout? Vous avez le droit de lever la main. Ok, pas mal. Si je vous parle de Antibalaka et de Seleka, vous n'êtes pas au courant. Ok, je vais vous expliquer très rapidement. Bon, le RCA a une histoire assez conflictuelle, mais en 2012, il y a eu une alliance de différents groupes armés qui se sont appelés les Seleka, qui sont mis en marche pour aller prendre le pouvoir à Bangui, la capitale. À cette époque, il y avait le président Bozizé qui était au pouvoir et il était au pouvoir depuis 2003. Il a pris le pouvoir avec un coup d'État. Et c'était plus ou moins la fin de sa présidence. Les populations étaient un peu fatiguées de lui, mais aussi les pays voisins étaient fatigués de lui. Donc du coup, il n'y avait pas eu une véritable résistance contre le fait que les Séléka étaient en train d'avancer. Et donc du coup, à un moment donné, que cette alliance a pris le pouvoir, c'était un moment de crise de l'État, certainement. C'était aussi un moment d'insécurité pour les citoyens, parce que pas tous les membres de Seleka étaient là pour le bien-être des populations en RCA. Et ce qui s'est produit dans les mois par la suite, c'est qu'il y a eu beaucoup de différents groupes d'autodéfense qui se sont mis ensemble, parfois même avec l'appui des anciens membres de l'armée centrafricaine, le FACA, soit aussi un peu parfois avec l'appui de l'ancien président Bozizé de l'extérieur, qui se sont mis à monter une espèce de contre-pouvoir, un autre groupe rebelle, mais pas vraiment formé, pas vraiment allié, qui s'appelle la Anti-Balaka. Et là, en ce moment, les anti-Balaka, à un moment donné, ils ont attaqué un peu d'une façon assez conjointe. Ils ont attaqué les Seleka et surtout aussi beaucoup d'autres musulmans dans la ville de Bangui et dans d'autres sites dans le pays. Et ça a produit ce moment de crise hyper fort en décembre 2013, dont on a tous entendu parler dans les informations. C'était vraiment un moment que tout le monde ici et dans le monde entier parlait de la Centrafrique. C'était d'ailleurs le même moment qu'il y a aussi le grand crise au Sud-Soudan, parce que pour moi, c'était vraiment, ça me pétait un peu de tous les côtés, de tous mes terrains de recherche.
Bref. Donc ça, c'est un peu le contexte. Donc quand je parle d'anti-Balaka, on le considère comme des autodéfenses, des groupes d'autodéfense. On les appelle souvent chrétiens, ce qui est quelque part un peu faux. En tout cas, ils se considèrent pas forcément comme des chrétiens. C'est plutôt une histoire ou un narratif qu'ils utilisent. Et les Seleka, ça n'existe pas. Ça a existé que presque une année. Après, ça s'est appelé le ex-Seleka. Et il y a différents groupes armés qui sont en fait retombés dans leurs différents coins. Mais on parle encore d'eux comme si c'était encore un truc plus ou moins uni. C'est devenu une référence quand on parle de la crise de la RCA. Donc, ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est que je veux parler de ce résidu politique et social qui s'est produit dans ces années de crise. Et je veux à la fois montrer qu'il y a eu ces ruptures qui ont été majeures et qu'il ne faut pas négliger. Mais en même temps, je veux quand même poser des questions par rapport à l'impact que ces faits, ces ruptures, en fait, ont produit dans le long terme. Et on peut peut-être dire que toutes ces ruptures ont été remises en question par ce qui s'est produit par la suite. En fait, la façon dont on gouverne le pays, et ça veut dire l'ensemble de l'État très faible, la communauté internationale un peu mal placée, les citoyens qui ont très peu de moyens. Voilà, la façon dont on gouverne le pays quand même a rattrapé ces ruptures qui au départ semblaient quand même assez impressionnantes. Donc, quelles sont les 3 ruptures qu'on a observées dans le pays depuis ces années? D'abord, c'était le Seleka Alliance en soi qui a été une première rupture. La rupture se produisait surtout parce que le Seleka venait de province et il y a toujours eu beaucoup de rébellions dans les provinces du pays, mais ils n'ont pas vraiment ou pas toujours eu l'aspiration de prendre le pouvoir à Bangui. À Bangui, il y avait toujours une élite assez petite, assez enfermée en elle. Et les rébellions se produisaient un peu dans les provinces et avoir l'aspiration de aussi prendre le pouvoir au centre du pays, ce n'était pas quelque chose de très commun. Donc ça, c'est la première rupture dont on peut parler. Le deuxième, c'est le déploiement de la MINUSCA, la mission des Nations Unies. Depuis septembre 2014, avant ça, il y avait pour un moment une mission de l'Union africaine. En fait, on a changé les bonnets. Et par la suite, il y a d'autres pays qui ont contribué à la mission. Mais c'est la première mission qui est vraiment robuste, qui est vraiment grande, large, 13 000 personnes. Et toutes les missions internationales qui ont été dans le pays avaient entre 200 et 700 personnes, mis à part une mission qui était plutôt 3 pays dans le nord-est, avec le Tchad et le Soudan, ça c'est un peu à part. Mais sinon, c'est la première mission de paix qui essaye vraiment de s'imposer dans le pays. Et le troisième et la dernière rupture, ce sont les élections démocratiques qui sont produites, qui sont tenues entre décembre 2015 et mai 2016, en plusieurs phases. Donc, quand on voit quand même ces différentes ruptures, on voit quand même que c'est important, c'est pas à nier. Et donc, je veux pas nier l'importance de ces derniers développements, mais en même temps, je pense qu'aucun de ces développements ont en fait vraiment marqué une différence avec la politique économique qu'on voit dans le pays. Et donc, du coup, en fait, ils ont été plus ou moins enveloppés dans la dynamique qui prend cours dans le pays depuis des décennies. Et donc, on peut en fait se demander, même si, par exemple, la mission de l'Union européenne, de la Nations Unies, sont en train de contribuer, en fait, to entrench, c'est quoi en français? À renforcer en fait la dynamique qui existe dans le pays. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus en détail. Les 3 tendances historiques qui sont importantes à garder en tête quand je parle, c'est d'abord
la gouvernance sous-traitée, ou disons la politique de concession, donc le fait que le gouvernement ne se prend pas en charge lui-même, il donne de la responsabilité à d'autres types d'acteurs, privés, soit sécurité, qui prend soin des différents éléments clés de la société. Là, on peut parler par exemple aussi des ONG qui s'en chargent pour donner de l'éducation ou des trucs de la santé aux populations. Le gouvernement prend peu en charge, disons. Deuxièmement, il y a une pluralité des formes de violence politique et structurelle, et je reviens là-dessus. Et troisièmement, une tendance de longue durée, c'est les relations brisées entre le centre et le périphérie. Je pense que ceux qui connaissent le pays, ils vont reconnaître cette histoire. C'est très marquable quand on est à Bangui. Bangui a une certaine réalité, et puis le reste du pays, voilà quoi, c'est autre chose. C'est le village et on n'en parle pas trop, on ne s'occupe pas trop. Je veux juste rapidement parler de la méthodologie et la façon dont on a mené cette recherche. Je ne suis pas seule à avoir fait ce que je vous présente aujourd'hui. Je suis avec une collègue qui s'appelle Tim Glavion. Il est en thèse, il fait son thèse de doctorat en sciences politiques. Et avec lui, on a visité le RCA en février 2015, février-mars 2015, février-mars 2016, et là récemment en août 2017. Et à chaque fois, on a visité les trois endroits là marqués. Donc, Pawa dans le nord-est, Bangassou dans le sud et Obo dans le sud-est. Oui, est. Donc presque à la frontière avec le Sud-Soudan. Et on a aussi, c'est une étude, on a essayé en fait d'en faire une étude comparative avec le Sud-Soudan, mais puisque la guerre au Sud-Soudan était vraiment pas terrible, on n'a pas pu revenir sur le Sud-Soudan. Donc voilà quoi, on a fait aussi du terrain dans le petit point là vous voyez au Sud-Soudan, mais on est allé qu'une seule fois. Dans chaque terrain, on a essayé de faire beaucoup d'entretiens avec les différents membres de la société, aussi avec les différentes autorités locales et internationales, un peu avec les ONG, mais pas trop, les différents membres de l'intervention internationale, comme les Nations Unies, etc., mais surtout aussi avec les couches sociales, donc les jeunesses, les porteurs, les éleveurs, les différents groupes de la société. On a aussi fait quelques focus group discussions, mais surtout, moi, je préfère des entretiens. Et ce qui était très remarquable, et peut-être c'est difficile de faire ça pour vous quand vous êtes en train de faire votre thèse, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de retourner après un an, quoi. On avait annoncé qu'on allait revenir après un an, et quand on est effectivement revenu après un an, tout le monde était très surpris déjà qu'on avait tenu notre promesse. Mais surtout aussi, ça nous a permis de poser des questions qui étaient peut-être un peu trop sensibles la première fois, mais avec un an de distance, on pouvait quand même revenir sur des questions qui étaient trop difficiles au départ. Mais après un an, quand même, on pouvait tout les poser, on pouvait revenir là-dessus. Et là, les gens étaient beaucoup plus francs et beaucoup plus ouverts à nous donner des réponses. Donc ça, c'était vraiment très, très utile. Donc voilà, je dois aussi beaucoup de cette réflexion et ce que je présente ici aujourd'hui à mon collègue Tim Glavion, il ne faut pas l'oublier. Ok, parlons un peu plus en détail des trois anomalies, des trois ruptures. Les Séléka. Une chose que ça a produit qui était remarquable, c'est que ça a donné le premier président musulman du pays. Et président Jotodia, c'était le leader de Séléka. C'était en fait le leader d'une grande coalition des outsiders. Bonjour. Des gens qui sont venus d'ailleurs. Et souvent, quand on parle de Séléka, on pense qu'ils sont venus d'ailleurs aussi, ça veut dire aussi qu'ils sont venus de l'étranger, ce qui n'est pas faux. Il y avait effectivement des membres du Tchad et du Soudan, des hommes en armes en fait, qui faisaient partie de Séléka. Mais aussi, au noyau dur de Séléka, il y avait des chefs rebelles du RCA qui avaient des revendications qui n'étaient pas fausses.
la population musulmane en RCA se sent un peu mise à l'écart. Ils n'ont pas une empreinte politique très approfondie et ils se sentent discriminés en fait. Donc ils avaient quelque part, à l'origine, le CDK avait des revendications quand même assez justifiées, je pense. Mais ils étaient surtout vraiment en dehors des cercles d'élite qui est assez réduite de Bangui. Et du coup, le fait qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir à Bangui, c'était une vraie rupture avec le passé. Par la suite, du moment qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont aussi essayé de faire d'avoir une véritable empreinte sur le territoire. Je dois dire qu'ils n'ont pas été dans le complet sud-est du pays, pour des raisons qu'on peut en parler. Je peux en revenir dans la discussion. Mais il y a d'autres groupes, d'autres forces internationales qui étaient présentes sur ce côté, parce qu'il y a aussi le terrain du LRA, l'armée Seigneur. C'est quoi en français? Résistance du Seigneur. Voilà, merci. Donc, mais pour le reste, ils ont vraiment essayé de tenir le pays et pas forcément de gouverner, plutôt d'exploiter. Mais ils étaient quand même avec l'ambition de tenir, quoi. Ils avaient pris les différents immeubles de l'État, ils se sont installés avec des com-zones, etc. Surtout avec un objectif peut-être extractif, mais quand même sur l'étendue du territoire, ce qui est aussi assez nouveau dans le pays, parce que jusqu'à présent, il y a toujours eu des gouvernements qui ont pu délaisser les territoires, les provinces, comme j'ai déjà dit. Mais il y a eu, dans ces relations avec les populations, aussi dans les provinces, les Séléka étaient quand même un peu à l'écoute des populations. Là, par exemple, à Pawa, là, on a fait du terrain. On a entendu parler que les gens étaient tellement frustrés de leur com-zone Séléka qu'ils ne parlaient même pas français ni sango. Donc voilà, les populations ne pouvaient pas interagir avec eux. Il y avait un comité de médiation qui est parti pour parler avec ce monsieur, mais ensuite ils n'ont pas réussi. Ils ont téléphoné à Bangui pour dire voilà, quoi, ça va pas avec ce type. Est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose? Et on l'a remplacé. Donc même au niveau, c'était difficile avec les populations, mais il y avait aussi quelque part un effort de ne pas, ils respectaient quand même un tout petit peu les gens, les citoyens, et on l'a remplacé avec quelqu'un qui parlait le sango, qui est la langue nationale ou lingua franca en RCA. Ce qui a été difficile, c'est qu'au moment qu'ils ont pris le pouvoir, tous ces comzons, tous ces leaders autoproclamés de Séléka devaient satisfaire leurs besoins. Donc voilà, ils avaient des réseaux d'extraction assez lucratifs, mais pas autant pour satisfaire leurs besoins. Donc voilà, il y a eu au sein de Séléka une compétition intense à l'interne pour qui prend quel pouvoir où. Et donc ça a produit aussi quelques problèmes. Et surtout, ce qui est peut-être le plus grand problème avec le pouvoir de Séléka, c'est que ça a créé une rupture dans la société qui est vraiment, on le ressent jusqu'à présent, ce n'est pas que leur faute, mais bon, à cause du Séléka, il s'est produit dans la société un discours très anti-musulman qui est encore fortement ressenti dans le pays actuellement, même si dans certaines zones ça s'est apaisé quand même. Là, récemment, en mai 2017, à Bangassou, là on était, il y a eu une attaque sur la communauté musulmane suite à cette narrative qui se mobilise encore assez facilement et qui produit des actes très violents. Donc, même si ce portrait du conflit en tant que chrétien contre musulman est quand même fausse, je dirais, ça a produit des faits et c'est devenu donc du coup plus vrai que c'était à l'époque, quoi. Maintenant, il y a quand même des choses qui se produisent on peut plus faire marche arrière et ça rend encore plus grave les relations entre les gens. Pourtant, c'était à l'origine pas vraiment la cause de la crise du tout. Les Séléka, en tant qu'alliance, quand ils étaient dans le gouvernement, ça n'a pas
ça n'a pas été un grand succès. Peut-être quelqu'un ici a une autre opinion. Mais le président Jyoto Dia, il a été forcé de démissionner. Merci, il me semble que vous parlez français, anglais quand même. Il a été forcé de démissionner en janvier 2014. Et il y a eu seulement 3 membres du Seleka qui ont trouvé un emplacement dans le gouvernement de transition. Donc en fait, ça n'a pas, il y avait encore des compétitions sur qui peut prendre quelle place. Et ce leader-là qui était au sein du gouvernement de transition, il n'avait pas vraiment de stimuli motivés pour travailler pour le bien-être des populations ou même de leur propre alliance, parce que, du fait qu'ils soient au sein du gouvernement, produit une véritable distance avec leurs hommes qui sont sur le terrain, mais aussi, c'était clair et c'était décidé dès le départ que une fois que tu fais partie du gouvernement de transition, tu n'as pas le droit de postuler pour après. Voilà, c'est ça. Donc voilà, tu savais aussi, tout le monde savait que voilà quoi, it's my one shot, c'est tout ce que je peux faire, après c'est fini pour moi. Donc voilà, ça a produit aussi un environnement politique pas très favorable. Pas très favorable, et puis quand ils arrivent, ils préfèrent, en si peu de temps, ils savent qu'ils sont de transition, donc ils préfèrent voler, ils préfèrent... C'est ça. Ouais, voilà. Donc, il y a eu pas mal de corruption, mais non seulement avec les membres de Seleka, mais tous les membres du gouvernement de transition, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être là pendant 2-3 ans. Après, c'est fini pour eux. Donc, voilà, il fallait prendre ce qu'ils pouvaient quoi, à l'époque. Donc, voilà, on revient sur le deuxième point, l'installation de la mission des Nations Unies. Il y avait déjà pendant 15 ans de différents types de missions internationales dans le pays. Il y a eu peut-être 7. Mais comme j'ai déjà dit, ils avaient chacun entre 200 ou 700 troupes sur le terrain et hommes sur le terrain, et avec des mandats très réduits. Et en fait, c'était surtout souvent un peu le bras exécutif de la France. C'était la France qui poussait pour qu'il y ait, soit au niveau régional, soit au niveau de l'Union africaine, il y a une espèce de mission militaire pour régler quelques affaires à l'intérieur du pays, notamment pour sauvegarder la stabilité au sein de Bangui même. Donc, toutes ces différentes missions internationales n'ont jamais été très ambitieuses dans leur étente du territoire et dans la gestion de sécurité. C'était surtout pour garder un peu le balance local là où ils étaient déployés. Donc, quand les Nations Unies ont décidé de faire une mission de la paix, comme on l'a connu au Sud-Soudan, en RDC, en Mali, c'était vraiment, ça a marqué un véritable commitment de la communauté internationale avec 13 000 personnes. C'est en plus une mission politique, mais aussi des policiers, des gendarmes. Ça a vraiment fait quelque chose, quoi. Et au préalable, quand ils se sont déployés, moi je suis arrivée la première fois, quelques mois après qu'ils se sont déployés. Et c'était à ce moment-là encore la transition entre l'Union africaine, la mission de l'Union africaine et la mission de MINUSCA. Donc en fait, c'était surtout les commandements des endroits locaux qui étaient chargés de gérer la sécurité. Et ils le faisaient assez proactivement. Du coup, ça a produit des problèmes parce que parfois ils tiraient sur des bandits ou des gens qui étaient considérés des malfaiteurs dans la société locale, mais en même temps les populations étaient assez satisfaites avec eux. Ils vendaient un peu de pétrole à bas prix, on vendait à Pawa, on vendait des bières, les meilleures bières de la ville. Parce que ça venait du Cameroun au lieu de Bangui, donc voilà, c'était... Tu vois, ils étaient intégrés d'une façon assez conviviale dans la société. Ils étaient aussi placés à l'intérieur,
au centre de différentes villes, aussi à Bangassou. Donc ça apportait un rapport avec les populations qui était assez bien développé. Par la suite, dans l'année que j'étais partie, je suis revenue en 2016, il y a toute cette couche-là de missions des Nations Unies qui se installaient. Donc, political advisors, human rights advisors, DDR, c'est quoi, désarmement, voilà. Bon, tout ça, quoi. L'Institut des Nations Unies. Et du coup, c'est eux qui ont pris le relève dans les rapports avec les populations. Et du coup, les gens étaient vraiment un peu désespérés avec les Nations Unies. On ne les voit plus, les gens nous disaient. Et pourtant, il y avait peut-être 20 fois plus de grosses voitures blanches dans la ville, mais on ne pouvait plus parler avec eux. Et j'ai eu des entretiens avec par exemple, un commandant à Obo. Bon, il n'était pas là en 2015, donc je ne peux pas vraiment dire la différence, mais il était fier du fait que ces troupes, ces soldats, ne parlaient jamais avec les populations. Je les interdis d'interagir avec les populations, même peut-être pour aller acheter des cigarettes, mais c'était tout. Et il était fier de ça. Et il y a des raisons pour ça, parce qu'il y a eu des accusations des abus sexuels, ce qui est bien sûr un truc hyper grave, il faut le prendre au sérieux. Mais quand on parle avec, par exemple, des femmes, des représentations, des présidentes des groupements de femmes, etc., elles étaient aussi très réalistes en disant que, voilà, quoi, nos filles aussi, elles vont vers ces soldats, là où il y a des soldats, ça bouge, quoi, c'est un peu la vie aussi. Donc, on a exagéré, je pense, au niveau international, un problème qui est un véritable problème, mais le coût, et ce n'est pas qu'au Sud-Soudan, enfin, en RCA que ça se produit, mais aussi en Sud-Soudan et en RDC, on peut attendre les mêmes complaintes quand on parle de la mission des Nations Unies. Quand il n'y a pas d'interaction avec les populations. Et quand il y a des interactions, ce n'est pas entre les troupes, les soldats, mais c'est avec ces civils. Et avant, la première fois qu'on était là, c'était le rapport direct entre les soldats et les populations, et les gens appréciaient ça. Là, par exemple, ça se produit quand même assez fortement à Bangassou. À Bangassou, la première fois, les Congolais vivaient à l'intérieur du centre-ville, le marché à pied. Ils partageaient avec tout son contingent une seule véhicule. S'ils en avaient besoin d'autres, ils allaient chercher chez les prêtres parce qu'ils avaient plusieurs voitures. Quand il y avait un problème, ils intervenaient, etc. Et après 1 an, quand on est revenu, le camp des Nations Unies était déplacé à 5 km de la ville. Aussi parce que tous ces civil affairs et tout ça, les autres... le côté civil de la mission devait être logé quelque part. Et là, les gens avaient l'impression que la distance est devenue trop grande. Et en fait, en mai 2017, la mission était bien consciente, parce que j'ai même les preuves. Ils étaient bien informés qu'il y avait une attaque qui était en train de se préparer contre les musulmans. Parce qu'on voyait beaucoup de signes dans les provinces, dans les environs de Bangassou, et la mission n'a pas réussi à réagir, quoi. Ils ne sont pas redéployés, ils n'ont pas envoyé de renforts de Bangui, etc. Et là, en fait, la mission n'a rien fait, et ça a vraiment frustré beaucoup, notamment, bien évidemment, les musulmans, mais tout le monde, quoi. Aussi les autorités locales, ils se sont vraiment délaissés par la mission onusienne. OK. Au niveau de la démocratie et les élections, je suis en train d'oublier de mettre ces photos super intéressantes. Je m'en excuse. Les élections, c'était une des choses sur lesquelles les Nations Unies se sont investies. C'était peut-être la première chose, par exemple, à Obo. Ils étaient nouveaux, et là, les gens se disaient « Ah, les Nations Unies sont là pour organiser les sélections ». Le fait qu'ils allaient rester après, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment considéré.
Et c'était un effort assez joli à observer. J'étais à Obo le jour des élections. On est aussi venu avec le vol qui apportait le matériel électoral. Il y avait les Nations Unies, mais il y avait aussi beaucoup de différents segments de société qui étaient vraiment investis là-dedans. Par exemple, les prêtres de l'Église catholique étaient dans les différentes zones de Head of Election Committees. Il y avait beaucoup de volonté et tout ça. Donc, c'était vraiment beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les élections ont lieu. Et effectivement, pour les présidences, pour les élections présidentielles, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. C'était différent pour l'Assemblée. Il y a eu plusieurs essais, en fait. Mais je peux dire, je pense que les élections présidentielles ont été un succès. Et ce qui a marqué, pour moi, pourquoi on l'appelle une véritable rupture, plutôt que voilà, une élection comme d'autres, c'est parce que les deux candidats qui ont été à la dernier tour, merci, c'était deux civils chacun a été Premier ministre, mais aucun d'eux avait une passé violente, un passé dans l'armée ou dans un groupe rebelle. Donc c'était vraiment des civils. Et finalement, quand Touadéra a été élu, il a bloqué, ça aussi c'était nouveau, il a bloqué qu'il y a des hommes en armes qui viennent dans son cabinet. Donc son premier cabinet, il n'y avait personne avec un passé dans l'armée. Et c'était un risque, il a pris un risque avec ça, et ça, c'était quelque chose que moi, par exemple, je considérais comme une très bonne idée, quoi. Il a montré que, voilà, quoi, c'est pas la force, si tu veux du pouvoir, c'est pas comme ça qu'on l'obtient. En même temps, ça produit des problèmes dans le pays, parce que, du coup, il y avait quand même pas mal de hommes en armes qui étaient assez frustrés, parce qu'il ne les a pas offert de la place dans son cabinet. Et en même temps, il a eu à compter sur des membres de l'élite de Bangui qui étaient quand même connus pour leur malconduite, la mauvaise gouvernance et la corruption, etc. Donc voilà, d'un part, c'était assez positif, d'autre part, il y avait aussi déjà un peu des difficultés qui s'annonçaient peut-être. Mais après 1 an et demi de pouvoir, maintenant, il y a 70% du territoire qui n'est pas sous contrôle du gouvernement, ni du MINUSCA d'ailleurs. Et on est hyper déçus du président parce qu'on le considère comme faible, quoi. Il ne réussit pas à même suggérer qu'il est fort, quoi. C'est certainement pas à s'imposer, mais ça c'est encore loin même de faire des efforts symboliques. Il a du mal à le démontrer. Donc les gens sont quand même assez déçus. Et récemment, il a présenté un nouveau cabinet dans lequel il a augmenté le nombre de ministres de 23 à 34. Et finalement, il est arrivé à se pencher vers cette ancienne dynamique. Donc voilà, il a inclus quelques membres des groupes armés ou des gens qui sont très proches des anciens présidents qui ont un passé qui n'est pas très, très clair, quoi, pas très clean. Donc voilà, il s'est senti quand même obligé d'inviter des membres de la guerre ou bien de la crise de la RCA dans son gouvernement. Et ça a créé quand même, peut-être ça apaise la situation. Il a aussi choisi il a aussi remplacé tous les préfets, beaucoup de préfets, de sous-préfets. Là aussi, il a invité des hommes en armes, des membres des anciens membres du FACA ou des gendarmes qui maintenant sont devenus des administrateurs. Donc voilà, il essaie quand même avec ça de démontrer que voilà, je m'impose. Qu'est-ce que ça va produire, ça reste à voir. Mais du coup, il a penché vers quand même l'inclusion des hommes en armes dans son cabinet plutôt que de tenir droite dont il a commencé son pouvoir, quoi.
OK, maintenant, si on regarde sur les tendances de longue durée, là, on a parlé des les trois ruptures, disons, ce qui a marqué les années de 2012 jusqu'à 2016. Mais quand on les renvoie maintenant dans les tendances anciennes, disons, longue durée, on voit une autre image émerge. La première était cette gouvernance d'externalisation, le fait qu'on invite aux autres de prendre soin des choses qu'en fait c'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Bon, pour les RCA, ça a été pendant longtemps un territoire de l'exploitation de différents acteurs qui venaient d'ailleurs. C'était une zone d'esclavage fort. Il y avait des acteurs économiques, militaires, qui venaient du Soudan, du Tchad et d'autre part, qui utilisaient ce territoire juste pour un espace d'extraction. Les Français n'ont pas essayé de rompre avec ça. Le RCA n'a jamais été au milieu des intérêts de la politique de colonisation de la France. Donc voilà, ils ont en fait laissé l'exploitation économique à des compagnies privées et la sécurité plutôt à des acteurs locaux forts, comme des sultans par exemple, qui géraient au nom des Français, c'était une alliance, certaines zones pour que les populations se soumettent à leur gouvernance. Les régimes post-coloniaux ont largement gardé ce système de politique de concession, comme Rebecca Hardin l'appelle. Il y a des grandes parties du territoire qui ont été exploitées par les acteurs économiques privés, par exemple au niveau du bois, mais aussi l'uranium. Bien sûr, on n'en parle même pas des ressources minières telles que le diamant et l'or, mais aussi au niveau sécuritaire. Donc, les différents présidents de la RCA, ils ont bien été conscients que c'était super difficile de s'imposer sur l'étendue du territoire parce que c'est un espace très grand et très sous-peuplé. Et comme leur intérêt était surtout de tenir le pouvoir à l'intérieur du pays, à l'intérieur de Bangui, souvent avec beaucoup d'appui de l'extérieur plutôt que de leur population, ils délaissaient un peu les populations à s'organiser eux-mêmes dans leur sécurité. Donc voilà, il y a eu ça s'est produit beaucoup d'autodéfense, par exemple, qui était en réponse à une dynamique sécuritaire qu'on appelle les Araguina, des coupeurs de route. Et en fait, certaines rébellions plus sérieuses au-delà, qui dépassaient un peu les Araguina et les bandits de grands chemins, c'était parfois les Français qui s'imposaient à travers aussi parfois ces missions de différentes missions militaires. Mais en fait, c'est le président qui ne peut... Oui, peut-être ils avaient ces gardes présidentielles, mais même l'armée n'a jamais été donné beaucoup de matériel et de possibilités de s'imposer sur l'étendue du territoire. Et pourtant, c'est ça que les gens veulent. Si tu demandes quelqu'un ce qu'il veut maintenant au pays, tout le monde... sans exception, je pense que tout le monde m'a dit, oui, on veut que les FACA reviennent. Et quand on dit, mais reviennent, ça veut dire quoi? Parce qu'ils n'ont jamais été vraiment présents. Ils se disent, non, mais si c'est nos militaires qui sont là, franchement, ça va s'améliorer. Donc, c'est un très fort désir. Aujourd'hui, cette politique d'externalisation se produit au-delà. Bien évidemment, ça se produit au niveau de sécurité parce que le gouvernement laisse en fait soit à la MINUSCA, soit à tous ces groupes rebelles pour gérer la sécurité dans les territoires. Mais quand on parle de tous ces services, comme l'éducation et la santé et tout ça, c'est en fait les ONG qui s'en occupent, c'est à peine le gouvernement. Louisa Lombard appelle ça the good intention crowd. Les gens avec les bonnes intentions qui viennent pour sauver le pays, mais qui connaissent très peu de dynamique locale pour la plupart du temps.
Et puis, donc voilà, il y a MINUSCA qui essaie de dominer, mais qui est surtout en mesure de contrôler les villes. Mais tout ce qui se passe au-delà, c'est pauvre. Donc voilà, par exemple, là récemment, je n'ai pas quitté Bangui, mais j'ai parlé avec des gens qui venaient de Pawa, par exemple, qui m'ont dit que voilà, MINUSCA maintenant contrôle la ville, mais Pawa, c'est entouré par de différents un des différents rébellions ex-Seleka qui sont produits, les MPC. Voilà, c'est eux qui contrôlent les zones rurales au-delà de la ville. Donc, la gouvernance sous-traitée en RCA, ce n'est pas vraiment une stratégie délibérée, c'est plutôt, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça qu'on peut gérer le pays. Donc voilà, quoi, on laisse d'autres acteurs intervenir dans nos territoires parce que voilà, on est trop faible pour en faire autrement. Le deuxième aspect de continuité qui est quand même assez forte, c'est le rôle de la violence comme facteur continu dans le pays. La violence prend différentes formes. À l'intérieur de la gouvernance de l'État, par exemple, il y a eu de nombreux coups d'État. Mais là, je parle plutôt de la violence de différents groupes, rebelles, armés, braconniers, transhumance armée. Voilà, il y a un énorme palais à acteurs qui sont armés d'une façon ou de l'autre, qui causent de l'insécurité pour les populations. Et ça, c'est surtout depuis les années 90 qu'on voit que ça domine en fait les zones périphériques surtout. Et ça a produit une insécurité prolongée mais approfondie qui voilà quoi, ça it lingers a bit. C'est pas vraiment des éclats de violence par-ci par-là partout, mais il y a une espèce de sentiment d'insécurité qui est un conflit de low intensity conflict, on peut aussi l'appeler en anglais, qui a marqué les zones périphériques du pays. Et maintenant, c'est encore plus pluralisé, peut-être on peut dire qu'avant la crise. Donc le Seleka en tant que tel n'existe plus et ça s'est retombé en différents groupes, mais pas les mêmes groupes qu'il existait avant, donc encore plus de groupes, dont par exemple, il y a des groupes avec une politique identitaire assez forte. Donc par exemple, il y a des groupes Peul, Bororo, donc ce sont des cattle keepers, voilà, qui sont maintenant, parce que le bétail c'est une source, un revenu de l'économie de guerre assez important, et donc pour se protéger, eux ils ont créé un nouveau mal, on le considère un peu comme ça, mais qui est nécessaire, un mal nécessaire pour protéger le bétail qui reste dans le pays. Donc ça c'est une des effets de dynamique les dernières années. Ça a aussi de longues racines. J'en reviens pas maintenant ici en détail, mais voilà, le Seleka, donc tout ce que je veux dire, c'est que le Seleka en tant qu'unité n'existe plus du tout et ça n'a jamais existé, mais en plus ça s'est encore éparpillé encore plus. Les interventions de la MINUSCA, ils ont vraiment modifié le pouvoir local, l'équilibre des pouvoirs locaux. Donc, puisqu'ils interviennent ils se mettent à côté d'un acteur, ils oublient non seulement la population, aussi peut-être, mais par exemple à Pawa, ils ont vraiment mis à côté de Révolution et Justice, un groupe armé à Pawa. Et à l'autre côté de la ville, c'est pas un groupe armé, mais on les appelle les bandits de Grand Chemin. Et c'est des groupes de patriotes, c'était le nom local. Et eux, c'était considéré comme des bandits, pas comme des véritables rebelles avec un acronyme. Et du coup, on ne le considère pas trop. Et le MINUSCA, par exemple, tué un de leurs leaders.
Et finalement, ils ont aussi, ils ont fait plein de choses avec eux. Et en même temps, ils ont fait une alliance avec RJ. Donc, ça a créé énormément de frustration au sein des bandits de grand chemin, qui n'étaient pas très nets non plus. Je veux dire, c'était pas des acteurs de bonne foi. Mais ça a bousculé le balance de pouvoir local dans les zones en dehors de la ville. Et MINUSCA, donc voilà, il se mêle et ça a des conséquences. C'est ça ce que je veux dire. Et donc, du coup, une grande partie du territoire est soumise à de différentes formes de l'ordre et personne n'est vraiment en mesure de contrôler qui que ce soit. Et c'est en train de devenir pire, je dirais. Quand j'étais là en août, là, j'avais vraiment l'impression que voilà, ce qui se produit à Bangassou, par exemple, dans le sud, c'était le résultat de ce qui passait à Bambari et ça a reproduit des difficultés entre les musulmans et les chrétiens à Bria. Et voilà, donc voilà, ça a engendré des dynamiques et personne n'est en mesure de les contrôler. Donc le troisième et le dernier aspect que je dois rapidement développer parce que j'ai déjà parlé pendant 46 minutes et 27 secondes, c'est la déconnexion entre le pouvoir central et entre le centre, disons, et le périphérique. Et ça contribue à l'insécurité dans le pays. Et cette distance n'est pas seulement spatiale, elle est aussi sociale. Il y a ce groupe restreint qui dirige le gouvernement dans la capitale et qui aussi bénéficie de l'État, en fait, et les ressources qui sont liées à sa gestion. Mais plutôt que de relier cette autorité de l'État avec les provinces, voilà, il compte sur ces relations avec l'extérieur, la France, le Tchad et le pays voisin, pour maintenir ce pouvoir. Donc il n'y a pas ce rapport entre citoyens et l'État tel qu'on le connaît dans d'autres pays. Et aucun président a réussi de gouverner d'une manière significative l'étendue du territoire. Peut-être Bokassa, quand on demande, les gens ils rêvent un peu à l'époque de Bokassa, parce qu'il y avait peut-être une identité nationale, etc. Mais en général, on peut dire que c'est des relations très rompues, quoi. Aujourd'hui, c'est pas différent, même si le MINUSCA essaie de s'investir et d'autres acteurs aussi insistent là-dessus, mais c'est difficile. Donc les budgets alloués aux périphéries sont négligeables. Il n'y a pas une véritable politique nationale qui s'impose sur les différentes zones. Et la capacité de réaliser des plans à niveau national reste très limitée. Donc ce que les Nations Unies font, par exemple, ils transportent les fonctionnaires de l'État dans les différentes zones, qui d'ailleurs, quand ils sont affectés, par exemple, à Pau ou à Obo, ils considèrent ça comme une punishment, comme ils sont soit punis, une punition, oui. Mais ils sont envoyés là-bas sans appui, quoi, sans matériel, sans moyens pour en faire quelque chose. Donc voilà, c'est ça. Et ça a toujours été comme ça et ça n'a pas changé. Cette crise n'a que peut-être fait renforcer ça. Donc voilà, pour conclure. J'ai essayé de situer 3 grandes ruptures. Et on peut en discuter si vous êtes d'accord que ce sont des grandes ruptures ou pas. Mais en même temps, je suis revenue sur 3 dynamiques de long terme qui quand même sont très importantes dans le pays et qui font en sorte que ces ruptures ont été en fait capturées ou enveloppées encore par ce dynamique de longue durée. Et donc, la question est, est-ce que le RCA est sur la voie de changement? Bon, je dirais que oui, quoi. Toutes les sociétés sont toujours en train de changer. Oui, il y a de l'aspiration, ça c'est sûr. Il y a des petits éléments d'espoir aussi que je peux citer. Et donc, voilà, on voit quand même un changement peut-être lent, mais en même temps, au niveau des citoyens, notamment des citoyens dans les périphéries, je pense, ils sont pour la plupart du temps confrontés encore aux mêmes défis que les gens qui vivaient dans ces zones en début ou dans les années 90. Et ça, c'est quand même, voire pire.
peut-être. Donc peut-être, c'est aussi un sujet de débat peut-être, mais on voit ces changements qui sont en train de se produire, est-ce qu'ils sont pour le mieux ou pour le mal? Donc voilà, je m'arrête là et je suis ouvert, j'ouvre le débat. Merci. Merci.